Poutine a paniqué après que Trump ait adressé un sérieux avertissement à la Russie. Comme le montre un récent rapport du Financial Times, il est désormais évident pour tous que la Russie et Poutine n'apprécieront pas la future présidence de Trump. C'est parce que Poutine, comme vous pouvez le constater, méprise l'OTAN par-dessus tout. C'est en tout cas ce qu'il dit. Et selon le président Trump, l'OTAN doit prendre l'initiative et augmenter son budget de défense. Et Poutine n'a pas prévu cette catastrophe lorsqu'il a commencé son invasion de l'Ukraine en février 2022. Il semble que Poutine ait reçu une nouvelle terrible après l'autre au cours des plus de 1000 derniers jours de cette guerre, et la probabilité que 2025 soit la pire année à ce jour pour le président russe augmente. Dans la vidéo d'aujourd'hui, parlons des projets du président Trump pour l'OTAN et de la raison pour laquelle ils empêchent Poutine de dormir la nuit. Mais comme toujours, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime ci-dessous car cela nous aide vraiment avec l'algorithme, surtout si nous discutons de sujets qui mettent Poutine mal à l'aise. Commençons par le commencement. Le dernier rapport du Financial Times contenait 2 bombes surprenantes. La première était que Trump faisait pression sur les alliés de l'OTAN pour qu'ils augmentent leur budget de défense. Comme je l'ai déjà mentionné, actuellement on attend des pays de l'OTAN qu'ils dépensent 2% de leur PIB national pour la défense. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, Trump milite depuis un certain temps pour une augmentation de ce chiffre. En effet, au cours de son premier mandat, Trump a déclaré que le budget de défense de l'OTAN devait être porté à 4%. En outre, pendant sa campagne électorale en vue des élections de 2024, il a accusé l'OTAN de trop compter sur les dépenses de défense des États-Unis. Il a déclaré en substance que, bien que les États-Unis soient la seule source de financement des forces militaires de l'OTAN, les autres nations ne contribuaient pas au budget de défense de l'Alliance. Il a affirmé que les États-Unis étaient exploités et qu'il s'agissait d'un accord injuste. Et il souhaite procéder à cet ajustement maintenant qu'il est en poste. Étant donné qu'ils sont finalement plus proches de la Russie que des États-Unis, il est l'exemple parfait de la raison pour laquelle chaque nation européenne devrait payer plus. Ces nations devraient donc dépenser plus puisque le renforcement de leur propre défense est le seul moyen d'empêcher une attaque de la Russie. La Russie ne commencera jamais une guerre si elle ne pense pas pouvoir la gagner. Comme vous vous en souviendrez tous, la Russie pensait vraiment pouvoir conquérir l'Ukraine en 3 jours. C'était plus que ce que Poutine disait à son propre peuple chez lui. Poutine, les commandants russes, les généraux russes et même les États-Unis pensaient que la Russie allait envahir l'Ukraine et s'emparer de la capitale en quelques jours. Et c'est précisément pour cette raison que la bataille a éclaté. La guerre n'aurait jamais éclaté si la Russie avait pensé qu'elle n'avait pas la puissance de feu nécessaire pour occuper l'Ukraine. C'est ce qu'on appelle la dissuasion. On renforce sa défense pour éviter d'être un jour impliqué dans un combat. Regardez cette carte qui montre exactement combien d'argent les membres de l'OTAN et les nations européennes dépensent pour la défense. Comme vous pouvez le constater, seuls 3 des voisins de la Russie consacrent au moins 3% de leur PIB à la défense. La Pologne en est un parfait exemple puisqu'elle consacrera plus de 4,5% de son PIB à la défense d'ici 2024. Ces nations ont compris que le renforcement de la défense est le meilleur moyen de dissuader la Russie et l'Europe doit rattraper son retard. La majorité de ces nations européennes dépensent moins de 2%. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, ce n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif que l'OTAN a fixé pour chacun de ses membres. Et ce sont les meilleurs exemples de l'affirmation de Trump selon laquelle les Américains sont des parasites qui vivent du budget de la défense des États-Unis. Ce graphique montre les dépenses pour l'ensemble de l'année. Comme vous pouvez le constater, les États-Unis sont continuellement au-dessus de 3% depuis un certain temps. La Pologne, en revanche, est le seul pays à dépasser les 4%, et vous voyez que toutes les autres grandes nations, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, sont continuellement en dessous de 3%. Marc explique ici plus en détail pourquoi ces nations européennes doivent augmenter leurs dépenses. Son ministre de la Défense s'est excusé auprès d'Andrei Bouzalov et a déclaré en substance que l'Europe devrait être prête à faire la guerre dans 10 ans. L'OTAN pourrait être perçue comme une menace par la Russie et ils veulent que la Russie soit prête à y faire face. Si nous croyons ce qu'ils disent, l'Europe n'a donc pas d'autre choix. Pour s'assurer que l'Europe reste en sécurité, ses dépenses visent à atteindre des capacités militaires, des systèmes, des mécanismes de défense et ainsi de suite, pas seulement un pourcentage. Et c'est tout simplement nécessaire. Je voudrais également dire que la Pologne, votre pays d'origine, a été le moteur de tout cela. Vous avez déjà atteint près de 5%. Le fait que seuls 20% de l'Europe dispose de systèmes de défense aérienne est une autre révélation effrayante que Marc fait quelques minutes plus tard dans cette interview. Imaginez tous les missiles et les drones que Poutine a lancés en Ukraine. Les dégâts seraient dévastateurs s'il les lançait sur les 80% de l'Europe qui ne sont pas protégés par la défense aérienne. En outre, les dépenses de défense achètent essentiellement la liberté et la paix, car la liberté n'a pas de prix. Et c'est précisément pour cela que les Ukrainiens se battent.
En outre, Trump est conscient que 5% c'est peut-être un peu trop. En effet, même les États-Unis ne consacrent pas 5% de leur PIB à la défense. Toutefois, il fait essentiellement cette offre comme point de départ pour les négociations qui commenceront probablement dès qu'il prendra ses fonctions. En outre, il se mettrait très probablement d'accord sur environ 3,5% pour des nations comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Même cela est probablement extrêmement élevé car le montant réel en dollars sera probablement beaucoup plus élevé parce que leurs économies sont toutes importantes et le rapport y fait référence. En substance, il suggère que Trump est prêt à faire preuve de patience dans cette situation. Si les négociateurs optent pour 3,5%, il reste à voir combien de temps il faudra à ces nations pour atteindre ce nouvel objectif. En effet, pendant la guerre froide, les nations consacraient 5% de leurs revenus à la défense. De plus, beaucoup de gens considèrent la guerre froide comme une période où les dépenses militaires étaient tout simplement trop élevées, n'est-ce pas? En outre, les dépenses militaires en pourcentage du PIB étaient probablement bien pires en Union soviétique qu'à l'Ouest. Mais ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que si les États-Unis n'avaient pas mené la guerre froide, il y aurait probablement eu une troisième guerre mondiale. Et c'est précisément pour cette raison que les conflits cachés comme la guerre froide sont nécessaires. Et c'est précisément pour cette raison que les dépenses de défense sont nécessaires. Elles empêchent un conflit généralisé dans lequel des vies humaines sont sacrifiées. Ici, Zelensky explique en substance à quel point Poutine est fou et pourquoi l'Occident devrait se méfier des stratégies délirantes que Poutine et la Russie mettent en œuvre. Voyez par vous-même. Quels sont vos sentiments personnels lorsque vous pensez au 20 janvier et au fait que Donald Trump a de nouveau remporté les élections présidentielles? Quels sentiments? Donald, soyez le bienvenu. Qu'est-ce que je peux dire? Il est donc essentiel pour nous que je considère le président Trump comme un homme fort. Et l'avoir de notre côté, c'est ce que je veux vraiment. C'est vraiment important pour moi. Je veux parler plus longuement avec lui de cette guerre. Je pense que c'est essentiel car il n'a pas été impliqué dans ce conflit parce qu'il n'était pas président. C'est tout à fait logique et j'aimerais vous donner plus d'informations. Poutine est à mon avis insuffisant et extrêmement nuisible pour tout le monde. Dangereux parce que rien n'a d'importance pour lui, pas même la vie humaine, ce qui devrait être le cas. Je pense qu'il est fou, je le crois vraiment, en fait je crois qu'il est fou. Non, c'est réel, il prend plaisir à tuer, cela met tout le monde en grand danger et j'espère sincèrement que Trump va nous aider et mettre fin à cette guerre. Il est si fou, Zelensky a aussi tout à fait raison. Poutine prend plaisir à assassiner des gens. Demandez à Prigojine, prenez le cas d'Alexeï Navalny et d'une douzaine d'autres qui ont commis l'erreur de critiquer Poutine alors qu'ils étaient en Russie. C'est la chose la plus risquée que l'on puisse faire. Et c'est pour cette raison que je suis souvent vraiment inquiet lorsque je vois certains de ces journalistes en Russie poser les questions difficiles à Poutine. C'est vraiment admirable. Comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons récemment évoqué la séance de questions-réponses de fin d'année de Poutine qui, pour être honnête, était vraiment impressionnante. Pendant 4h30, cet homme de 72 ans a été capable de répondre à des questions. Je suis loin d'avoir 72 ans, je ne suis donc pas sûr d'en être capable. Il était toutefois quelque peu étonnant de voir deux journalistes occidentaux, l'un de la BBC et l'autre de NBC, poser à Poutine la question difficile qu'il n'a très probablement pas l'occasion d'entendre très souvent en Russie. L'interrogation s'est concentrée sur le fait que la lutte en Ukraine ne se déroule pas exactement comme il l'avait prévu. Il a effectivement déclaré qu'il avait l'intention d'annexer l'Ukraine parce qu'il était opposé à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il est contre la présence de l'OTAN le long de la frontière russe. Toutefois, les frontières de l'OTAN se sont effectivement étendues et englobent désormais une plus grande partie de la Russie depuis que Poutine a lancé ce conflit contre l'Ukraine afin de tenir l'OTAN à l'écart du territoire russe. La Finlande et la Suède, deux nations qui étaient en général plutôt neutres vis-à-vis de l'OTAN pour ne pas fâcher la Russie, elles comprennent que la Russie n'aime pas particulièrement avoir l'OTAN à ses frontières, ont rejoint l'Alliance, mais maintenant qu'il lance cette invasion injustifiée d'un autre pays, les nations comprennent que l'adhésion à cette alliance défensive est le seul moyen d'être vraiment à l'abri de la Russie. Ce qui est encore plus choquant, c'est que malgré les accusations constantes de Poutine selon lesquelles l'OTAN est nuisible et qu'il n'en veut pas à la frontière russe, la frontière entre la Finlande et la Suède et la Russie n'est pour l'essentiel pas sécurisée. Cela est dû au fait que toute l'armée russe et tous les conscrits se trouvent en Ukraine où ils combattent les forces ukrainiennes afin de prendre le contrôle de ce pays et éventuellement de défendre les frontières russes avec l'Ukraine. Par conséquent, Poutine aurait plus de troupes et une défense plus forte le long de cette frontière de l'OTAN au lieu de simplement les utiliser toutes pour annexer l'Ukraine s'il pensait vraiment que l'OTAN représente une menace et quelque chose dont la Russie devrait avoir peur.
Cela montre simplement que ces affirmations ne sont pas la véritable justification de cette invasion. En fait, le désir de Poutine de restaurer l'Empire soviétique est l'une des nombreuses vraies motivations de cette invasion. Comme il l'a dit lui-même, Poutine considère l'effondrement de l'Union soviétique comme la plus grande catastrophe géopolitique et souhaite la restaurer avant de mourir à l'âge de 72 ans. Cependant, comme chacun le sait, les choses ne se déroulent pas tout à fait comme il l'avait prévu. Des soldats russes meurent depuis plus de 1000 jours dans toute l'Ukraine à la suite de son opération militaire spéciale de 3 jours. En fait, Poutine semble enfin prêt à trouver un accord. C'est parce qu'il l'a dit lui-même lors de cette récente séance de questions-réponses. Après avoir entendu cela, nous écouterons ce que le président Trump a fait immédiatement après. En outre, Poutine a trouvé cela plutôt étonnant. Mais tout d'abord, voici la vidéo. Je suis désolé d'avoir négligé cette partie cruciale de votre question. Le compromis est l'art de la politique. Nous avons toujours souligné que nous étions ouverts aux compromis et aux discussions. Le problème, c'est que l'autre partie a refusé de négocier, tant physiquement qu'au sens figuré. Inversement, nous avons toujours été ouverts à la communication. De plus, l'obtention d'un compromis est toujours le résultat de discussions. Fin 2022, nous sommes parvenus à un accord à Istanbul, je le répète. La partie ukrainienne a paraphé ce texte, signalant ainsi qu'elle était en grande partie d'accord avec son contenu. Tout à coup, ils ont voulu partir, la raison est évidente, parce qu'ils ont reçu l'ordre de votre allié, M. Johnson, l'homme à la célèbre coupe de cheveux, de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Ils agissent de la sorte. Le nombre d'Ukrainiens prêts à se battre sera bientôt épuisé. Je pense que bientôt, plus personne ne voudra se battre. C'est pourquoi nous sommes préparés, mais ce pays doit également être prêt à faire des compromis et à négocier. L'affirmation de Poutine selon laquelle l'Ukraine a signé un accord de cessez-le-feu est le même type de désinformation que celle utilisée par la Russie pour justifier son invasion. La Russie continue d'affirmer que l'OTAN n'a jamais accepté l'élargissement. Dans la pratique, la seule preuve que la Russie a de cette promesse est quelques minutes d'une réunion entre les États-Unis. Selon les documents de la réunion, le secrétaire d'État et son homologue ouest-allemand ont discuté des domaines possibles pour un élargissement de l'OTAN. Aucun accord n'a été conclu, ils en ont simplement discuté. De plus, la Russie continue de montrer ses notes de conférence. Il n'y a pas eu de consensus, il n'y a pas eu de signe. De plus, l'OTAN ne s'est jamais vraiment développée. En raison de la politique de porte ouverte de l'OTAN, des nations peuvent adhérer. Par exemple, la Suède et la Finlande ont rejoint l'organisation après que la Russie a attaqué l'Ukraine. L'OTAN est constamment à la recherche de nouveaux membres. Ils n'ont pas l'intention de simplement s'étendre. Vous savez, il n'y a pas de politique d'expansion pour l'OTAN. Les pays rejoignent l'OTAN en raison de leur politique de porte ouverte. Ce n'est pas comme la Russie, qui a perdu près d'1 million de personnes dans ce conflit et qui doit maintenant envoyer des missiles, des drones et des chars pour reconquérir une petite partie de l'Ukraine. Mais nous nous éloignons à nouveau du sujet. Le fait que Trump se soit engagé à poursuivre les paiements à l'Ukraine était le deuxième point de cet article du Financial Times. Trump s'est engagé à continuer à soutenir l'Ukraine. En substance, la logique derrière cela est assez simple. Nous voulons que l'Occident et la partie ukrainienne adoptent une position aussi forte que possible, que la Russie soit prête ou non à négocier. En outre, l'Ukraine n'est pas en position de force pour entamer ces discussions avec la menace de Trump de suspendre son aide. Et Trump a pris cet engagement précisément pour cette raison. Il souhaite en effet que les membres de l'OTAN portent un peu plus le fardeau. Afin de mettre l'Ukraine dans la meilleure position possible pour négocier le meilleur accord possible, les États-Unis continueront à financer l'Ukraine si nous atteignons ce stade. Cela dit, nous le disons depuis un certain temps déjà. En outre, les nominations de Trump à des postes clés du cabinet ont été l'indication la plus claire de sa position sur l'Ukraine. Le rôle d'envoyé spécial pour l'Ukraine pendant la guerre Russie-Ukraine est l'un des plus importants. Il a alors choisi le général Keith Kellogg, qui connaît bien le comportement de la Russie et la manière dont les États-Unis devraient traiter avec elle s'ils veulent éviter un conflit mondial de grande ampleur. Dans cette vidéo, le général Kellogg explique son approche précise de ces pourparlers de paix. Jetons un coup d'œil à cela. À ce stade, nous arrivons au point où les Russes se battent. Il y a des années, Andrew Wirth a écrit un livre fantastique intitulé Russian War, et lorsqu'il a fait remarquer, c'est ainsi que les Russes se battent, c'est-à-dire par des attaques de masse. Il a sous-entendu que des attaques sous forme de vagues humaines, comme celles que mènent actuellement les Nord-Coréens, entraîneraient un nombre élevé de morts. De plus, le rapport actuel des victimes entre la Russie et l'Ukraine est de près de 5 pour 1. C'est une guerre d'usure. En outre, les Russes n'ont jamais voulu être impliqués dans une guerre d'usure. C'est ainsi qu'ils ont combattu dans le passé. Ils ont combattu de cette manière pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en lâchant autant de troupes sur vous, ils vous écrasent en fait. Mais ensuite, votre nombre augmente tout simplement. Pour revenir à ce que vous avez dit précédemment, les deux parties se disent « Bon, il est peut-être temps de faire un pas en arrière. Après 1000 jours de combat avec 350 ou 400 000 Russes morts, 150 000 Ukrainiens morts ou des chiffres similaires. »
c'est aussi le moment idéal. Et je suis fermement convaincu que le président Trump, qui a fait cette promesse pendant la campagne électorale, tiendra cet engagement et ira jusqu'au bout. Je pense qu'il a les compétences, les aptitudes et les capacités nécessaires pour y parvenir cette année. Je suis très enthousiaste à ce sujet. Quel est l'objectif principal de votre voyage à Kiev en janvier, qui aura lieu dans quelques semaines? Comme cela doit venir de l'équipe de transition, je ne veux pas vraiment parler de ce voyage à ce stade. Je voudrais toutefois faire part de mes réflexions sur un voyage ou sur tout voyage que Steve Weitkamp entreprend. Cela montre l'énergie de la nouvelle administration et des personnes que le président Trump a nommées pour accomplir des tâches. Et en raison de l'état d'esprit de l'ère Trump, qui veut que les choses soient faites rapidement, cela montre que nous travaillons rapidement aussi bien avant qu'après l'investiture. Je rends donc un hommage appuyé au président Trump et à la nouvelle administration pour leur désir d'atteindre des objectifs au Moyen-Orient ainsi qu'en Europe, y compris en Russie et en Ukraine. L'idée est que même si, pour être honnête, on est empêché de légiférer par le Logan Act, on peut quand même communiquer avec les gens un peu comme Steve le fait au Moyen-Orient. Et comme on ne peut pas définir de politique, tout voyage là-bas est plutôt prévu comme un voyage d'information et non comme un voyage pour définir des politiques. Je suppose cependant que tous les membres de l'administration Trump ont cette attitude. Faisons quelque chose pour le peuple américain, et ce, dès maintenant. Pendant la campagne électorale, il a fait des promesses et nous tiendrons ces promesses. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à laisser vos commentaires.